Ok, la Terre est plate. Le modèle est géocentrique. Ok, les micros sont bons. Ok, on est parti avec 10 images, 5 minutes par image. Le concept, c'est d'écrire l'image, la problématique de l'image, ce qu'on est sûr et ce qu'on n'est pas sûr. C'est un show platiste. Alors bonjour et bienvenue à tous. Première image, parti pour 5 minutes. Donc description de l'image. On a plusieurs nazis qui ont ensuite eu des postes après la guerre. Donc c'est dit, les Alliés, nous avons vaincu les nazis. Et puis les nazis, on a Werner von Braun en premier, qui est un des fondateurs de la NASA, qui s'est retrouvé justement à la tête de la NASA après la Deuxième Guerre mondiale. C'est des nazis qui ont été récupérés. Donc récupérés ici par les Américains. Walter Hallstein, il a la tête de la Commission européenne. Cette fois, c'est dans l'Europe. Adolf Heutzinger, chef d'équipe de l'OTAN. Et Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies. Voilà, donc ça, ce sont des nazis qui n'ont pas eu la peine capitale. Ils étaient des hauts gradés dans le Reich et ils se sont retrouvés après en Europe et aux USA. Et il n'y a pas qu'en Europe et aux USA que des personnalités de l'ancien Reich ont été récupérées. C'est aussi des scientifiques. Il y en a eu pas mal, il n'y en a pas eu que 4. Les autres, c'était des moins connus. La Russie a aussi eu ces scientifiques et a aussi utilisé les scientifiques nazis pour son programme spatial. C'était l'URSS. La problématique, c'est-à-dire on se rend bien compte dans quel monde on vit en fait. En fait, il y a des contrôleurs au-dessus des pays. Et ensuite, ils font des scénarios de guerre, des scénarios de pandémie, des scénarios d'espace, des scénarios qu'ils ont envie pour nous maintenir sous une domination. C'est une domination intellectuelle. Donc là, on a vraiment le cas où on a des nazis, des grands ennemis qui lui, par exemple, Werner von Braun, il a bien, hein, et c'est lui qui a donné des ordres pour balancer des bombes sur l'Angleterre. Mais tout ça, c'est oublié après la guerre mondiale parce qu'ils avaient besoin d'eux. Ils leur ont donné des hauts postes. Donc c'est des nazis qui étaient à ces postes-là. C'est pas n'importe quoi comme poste. Werner von Braun, il est très connu dans la Flatters, donc dans la théorie de la Flatters. Voilà, on a vu sa tombe, où c'est qu'il y a un psaume sur l'espace. Donc ce qu'on est sûr, que c'était des nazis, qu'ils ont été récupérés par les Alliés. Qu'est-ce qu'on n'est pas sûr sur cette photo, on n'est pas sûr où a passé Hitler. Voilà, je pense que c'est assez clair. Werner von Braun, fondateur de la NASA, avec aussi Walt Disney, qui ont poussé la propagande de l'espace à son paroxysme, en inculquant
par les dessins animés, une certaine vision du monde, du cosmos. Voilà, je pense que c'était assez clair là-dessus. La Terre est plate. Pourquoi on ne voit pas la lumière du soleil 24 heures par jour? C'est la même raison pourquoi Can't Illuminate Your Wall. Ah, voilà, c'est pourquoi cette ampoule ne peut pas illuminer l'intégralité du mur. Ce n'est pas parce que on est avec un modèle de terre plate et d'un soleil au-dessus qu'on ne va pas pouvoir avoir de la nuit. Le soleil est plus proche que ce qu'on nous raconte de 93 millions de miles. Elle est plus proche et donc la lumière, elle va porter moins loin. Au bout d'un moment, la lumière, quand elle se disperse, elle diminue en intensité. Et si je l'éloigne de plus en plus, je me retrouverai dans la nuit. Le soleil tourne pendant 24 heures sur la Terre et il n'atteint pas, par sa portée lumineuse, l'intégralité du plan. Il arrive à atteindre qu'une partie du plan. C'est ce qui fait le jour. Et il tourne et il éclaire petit à petit l'ensemble du plan en 24 heures. Ce n'est pas parce qu'on a un soleil sur une terre plate que l'intégralité de la Terre sera éclairée. Là, il faut changer la vision, changer l'endoctrinement. Il faut partir sur deux modèles. Il faut accorder les deux modèles, connaître les deux modèles, voir ce qui ne va pas dans ces deux modèles et ensuite faire son choix pour les personnes qui n'ont pas encore choisi. Sur la Terre plate, l'intégralité des phénomènes que l'on peut observer sont explicables de manière simple, compréhensible, et ça fonctionne. Donc pourquoi on ne voit pas le soleil 24 heures par jour? Parce que la portée du soleil n'est pas assez grande pour atteindre tout le plan. La lumière est petite et localisée. Localisée, ça veut dire pas très loin. Petite, évidemment, elle est plus petite que la grandeur de la Terre. Localisée, maintenant, on avance souvent 5000 km. Pour moi, le Soleil, c'est simplement une projection du Soleil qui se trouve à l'intérieur du trou noir au pôle Nord. Il projette sur le plan sa lumière qui se réfléchit sur le dôme. C'est comme ça que je vois la chose. Je ne vois pas le soleil comme étant physique. Le soleil, ça sera une projection sur le dôme. Voilà. La problématique, c'est-à-dire pour répondre à ce genre de questions, c'est parce qu'on a des adversaires qui ont fait une propagande depuis en tout cas une centaine d'années, 200 ans à fond la caisse pour le globe. Ça n'est plus étudié toute la version platiste à l'intérieur des écoles, à nulle part. Si vous commencez à parler de ce genre d'explication par rapport à une terre plate, vous n'aurez pas votre travail encore bien longtemps. Ici, sur cette chaîne, j'ai pas de patron au-dessus de moi, j'ai personne. L'argent à gagner, je gagne pas d'argent. Alors, j'ai personne qui me fait de la pression pour m'exprimer. Toutes ces explications que je donne ici, que nous donnons sur les divers sites platistes,
ce sont des explications qui existent depuis longtemps. Ça vient pas de sortir. Ici, on a ça, c'est les calculs d'Ératosthène. Personne qui n'a pas... on parle d'Ératosthène comme une personne, c'est sûr qu'il a existé. On le connaît depuis 2000 ans. Grâce à son ingéniosité, il a pu calculer le diamètre de la Terre. Il a pu calculer des distances par de la triangulation entre la Terre et le Soleil. Mais tout ça, c'est de la propagande. Il aurait calculé ça par rapport à des ombres. Il faut bien comprendre que lui, à l'endroit où il était situé, on peut revoir tous les détails de l'expérience. Il s'est placé à un endroit. Il a attendu, il a envoyé un homme, son assistant. Il l'a envoyé à, il me semble, c'est à 500 km, à Alexandrie en Égypte. Il l'a envoyé et il a attendu que l'ombre, il avait ensuite planté des bâtons pour lui et son assistant. Il a attendu que l'ombre soit exactement au-dessus de lui, c'est-à-dire à midi. Et il n'avait pas d'ombre donc sur son bâton. Et l'autre personne, située à 500 km, au même moment, il a calculé la taille de l'ombre de son propre bâton. Et avec ça, ils ont pu faire une triangulation. Et donner un diamètre approximatif de la Terre. La problématique de cette expérience, elle est simple. Déjà, il y a 2000 ans, comment il a calculé avec précision la distance qui le séparait de son assistant, qui a environ, ce que je me rappelle, c'est 500 km. Donc comment on va pouvoir déterminer que la distance, il y a 2000 ans, qui sépare Ératosthène de son assistant, ça fait 500 km. Ça, c'est déjà la première problématique de cette expérience. Et la deuxième problématique de cette expérience, c'est qu'il n'y avait pas de téléphone. Donc exactement au même moment, il faut qu'il avertisse son assistant pour qu'il prenne la mesure. Là aussi, c'est un gros problème il y a 2000 ans, puisque comment il faisait pour le parler, pour se coordonner ensemble. Il y a, en plus, cette expérience, si on veut, elle est réalisable sur les deux modèles. Elle est réalisable sur le modèle du globe. Donc on passe des bâtons selon eux, les rayons solaires. En plus, ça c'est l'autre problématique. Comme il est éloigné le soleil, il parle de rayons qui arrivent en parallèle. Il faut que les rayons arrivent en parallèle, sinon ça faussera l'expérience. Mais dans la réalité, et ça vous pouvez l'observer à l'œil nu, dès qu'il y aura des nuages et du soleil qui passent à travers, vous verrez que les rayons, ils ne sont pas du tout parallèles, comme on voit ici. Là, ils arrivent dans ce sens, là, ils arrivent dans ce sens. Ça, c'est facile quand même à pouvoir l'observer soi-même. C'est dans ça que l'on va dans le platisme, c'est dans la science, expérience observable, répétée. On peut répéter l'expérience, on peut l'observer. Sur le modèle platiste, comme le Soleil n'a plus les mêmes distances que dans le modèle globiste, on arrive avec un Soleil et des rayons qui ne sont
plus parallèle, donc comme on voit dans la réalité, et il y a aussi une ombre qui va se former si on se trouve à midi ici, que se trouve Eratosthène, c'est donc ici, là, et puis son assistant, il se trouvait ici, donc au même moment, ils doivent calculer l'ombre qu'il y a ici pour pouvoir ensuite faire leur calcul. Mais sur une terre plate, l'ombre où il y a son assistant qui est ici sur la terre plate, il y a aussi une ombre puisque le soleil est plus proche. Ça, c'est important comme connaissance, hein. Voilà. Ensuite, voici Saturne, voici du CGI. Donc, on a plusieurs images qui ont été prises par des objectifs, des longues vues, non, des télescopes. Moi-même, il y a quelques années, mon oncle, il avait acheté un grand télescope qui lui avait coûté une fortune, un gros machin. Il m'avait réglé tout ça, on avait passé la soirée à regarder les étoiles. C'était bien, bien, bien avant que je sois platiste, hein. Cette histoire-là, elle a carrément 30 ans. Et c'est réellement ce qu'on voit à l'intérieur d'un télescope d'amateur. C'est ces images de Saturne, c'est exactement ça que j'avais vu, hein. Voilà. Et ensuite, on a du CGI. CGI, c'est des images composées avec l'ordinateur. Et on a ces représentations de Saturne où il y a un brin de réalité de toute manière, puisque on voit bien qu'il y a des anneaux. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur ici, on ne peut pas, on dirait que c'est une sphère, hein. Maintenant, de toute façon, projection lumineuse. Ce qui est important ici, la problématique, c'est que les personnes n'ont plus cette capacité, quand ils regardent une image, de se demander si c'est la réalité ou si c'est de la fiction. Bien sûr, ils peuvent se poser la question pour des sujets sans importance, mais il suffit qu'on étiquette la photo de NASA pour que dans leur esprit, ça soit la réalité parce que c'est la NASA qui parle. Comment ils ont fait pour être autant crédité? Ça, c'est un long boulot, mais ça a été un boulot qui a bien été organisé en tout cas, puisque même malgré que la NASA fasse exprès de faire plein d'erreurs et de lancer des pistes pour démontrer que ce qu'ils disent c'est faux. On a déjà vu avec l'alunissage des missions Apollo. Ils ont laissé derrière eux plein d'indices qui prouvent que c'était faux. Comment? Il faut m'expliquer comment, si on va, on est en train, on fait une magouille pour une fausse mission spatiale d'alunissage, et on va présenter des images, mais durant la préparation de ce show télévisé, on ne pense pas qu'il y aura l'ombre, elle aura différentes positions. Ça, c'est quand même la première chose qu'on va penser. Si on fait une mission sur la Lune, la première chose qu'on va penser, c'est qu'on va essayer de faire le mieux possible pour que les gens soient trompés au maximum. On ne va pas laisser des ombres à différents angles pour laisser supposer qu'il y a plusieurs sources lumineuses durant cette passage d'humains sur la Lune. Alors, la NASA est tellement forte que même en faisant exprès de faire des erreurs dans ses représentations, dans ses shows, les gens continuent de penser que c'est vrai. C'est une grande problématique de penser que l'armée américaine, puisque la NASA c'est l'armée américaine, dit la vérité. L'armée américaine, elle a un objectif, elle va pas, si c'est pas dans ses objectifs, dans ses prérogatives
c'est son plan de dévoiler la vérité au public, elle ne va pas le dévoiler. C'est l'armée. L'armée, il y a plein de secrets dans l'armée. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors les gens font confiance parce que c'est la NASA. Il y a plein d'images d'étoiles ou de planètes qui ont été prises par des amateurs, même avec des petits appareils, avec des grands zooms, comme le Nikon P1000, où on a certaines représentations de planètes ou d'étoiles qui ne sont pas en accord avec ce que nous donne comme représentation la NASA. Ok, donc là, ce qu'il faut se rappeler, attention aux images que l'on voit, il faut regarder un esprit critique. Ici. La description de cette nouvelle image, toutes ces choses sont seulement possibles sur une terre plate. Elles ne peuvent pas marcher sur le globe. Sundial, ça c'est pour connaître l'heure qu'il est. Donc suivant l'ombre, on va pouvoir connaître l'heure qu'il est. Un compas, c'est une boussole ça. La boussole, elle va se diriger vers le nord magnétique. Si on se trouve, par exemple, sur l'équateur, l'aimant va donner la direction du nord. Si on se trouve sur une boule à l'équateur, ça va pointer non pas sur le nord magnétique, mais ça va pointer dans le ciel, l'espace. Lighthouse, c'est-à-dire que c'est un phare. Le phare, il projette de la lumière pour avertir les bateaux où se situent les terres pour pas qu'ils viennent s'écraser, échouer sur le rivage. Ça a une grande portée et ils sont visibles depuis loin. Si la Terre est un globe, à bout d'une certaine distance, c'est plus possible d'avoir un phare, d'avoir la réception de la lumière du phare. Le sous-marin, périscope, ça c'est aussi, il y a aussi plein de choses avec les sous-marins et les sonars qui vont à des distances phénoménales, où bien entendu ils ne prennent jamais en considération la courbure de la Terre. Le périscope, je ne sais pas à quelle distance il voit, mais c'est la même explication du phare. Au bout d'un moment, il y a la courbure, on ne va plus pouvoir observer. Et le gyroscope, c'est ce qui nous permet de connaître l'horizon dans un avion, par exemple. Ça permet de savoir si on est droit, si on est un peu on est en montée et en descente, ou si on est parallèle. L'engin, l'avion se trouve parallèle à la Terre. Ça, on utilise un gyroscope. La problématique aussi du gyroscope, c'est que lui, il garde sa position. Et si la Terre est un globe, lorsqu'on va avancer, au bout d'un moment, pour rester à telle altitude, on va devoir suivre la courbure, mais le gyroscope, lui, est toujours en parallèle. Il n'y aura pas de changement de position de l'avion malgré les distances. Ça, tous les pilotes peuvent vous témoigner de ce phénomène. Et on a aussi, durant toutes ces années, la communauté, si on va dire, j'aime pas tellement ce mot de communauté, mais disons, les platistes à travers le monde, ils ont pu accéder au fonctionnement des gyroscopes électriques, électroniques, qui peut y avoir dans les avions, et il n'y a aucun processus dans le fonctionnement de ces appareils qui va corriger, qui va rentrer en ligne de compte avec la courbure terrestre.
l'ensemble de ces appareils sont très simples à utiliser et à nulle part il y a pris en compte la courbure. Voilà. On pourra encore donner dans le même ordre d'idées l'astrolabe de l'époque qui a environ 2500 ans, l'astrolabe qui a été vendu, un appareil qui a été connu dans pratiquement le monde entier, qui permettait de calculer les positions des planètes, les positions de la Lune, connaître l'heure durant la nuit, avec un modèle de Terre plate. Il fonctionnait très bien. Ça a été utilisé de nombreuses années. Donc là, on n'est pas dans un ensemble d'appareils exhaustifs. Il y en a encore des autres. Il y a aussi la machine d'opticitaire de la Grèce qui donne aussi les éclipses, ouais, et les phases de la Lune. Et ça existait bien avant les ordinateurs. Important aussi comme image. Ici, on est au... Je peux pas vous dire la située, mais ce qui me semble, ouais, ça va être dans la partie du nord. C'est un match de foot qui a lieu à côté de la banquise. On peut voir que tout au loin, dans l'horizon, jamais on ne voit de courbure. Sinon, ça n'a pas grand chose à voir avec la Terre plate. Bon, on va changer. L'univers électrique. Ça, c'est toutes les théories à Tesla. C'est donc une vision du monde. Ici, on a ce que j'appelle le trou noir. Ici, le soleil, la lune. Et on sait que à l'intérieur de l'océan, l'eau qui est salée a des influences, peut avoir des influences sur la lévitation magnétique. Hein. C'est là qu'on voit eau salée. Ensuite, il faut aller plus loin dans les théories de Tesla. Mais Tesla, c'est loin d'être un imbécile. C'était donc pour tout le monde, je pense aujourd'hui, commence à connaître Tesla. C'était, il était à la même époque que Einstein. Il a fait des inventions surtout sur l'électricité. Il a présenté à l'exposition nationale de Chicago à la fin du 19e siècle des procédés d'ampoule qui ne nécessitaient pas de câblage. Elles étaient alimentées sans câble, wireless. Hein. Il avait déjà inventé comme le Wi-Fi. Ça date de la fin du 19e siècle. À cette époque-là, il y a eu tout d'un coup une émergence beaucoup d'inventions. Beaucoup d'inventions qui ont eu, dont des entreprises gouvernementales ont eu la main mise sur les brevets. Et ensuite, ils n'ont jamais été utilisés commercialement. Ce sont des inventions qui sont utilisées certainement à une échelle militaire dans les sphères élevées de la société, mais ils ne sont pas utilisés par les gens. Par exemple, Tesla, comme j'avais pu voir, il avait inventé des machines qui s'auto-alimentaient en électricité. Donc vous vendez par exemple votre télévision, et avec la télévision vous vendez la batterie qui va utiliser l'énergie qu'il y a simplement dans l'air, dans l'espace. Avec
1 centimètre carré cube de vide, d'espace, vous avez assez d'énergie pour alimenter, en tout cas, tout un quartier. Hein. Et gratuitement. Surtout ça, l'histoire, c'est que c'est gratuit. Alors, tout ce qui est gratuit, ça n'intéresse pas tellement les entreprises. Avec ce qui est gratuit, il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire. Et Tesla nous a proposé des inventions où l'électricité coûtait le même prix que l'oxygène. Donc ça, c'est pas du tout du fantasme. Ok. Voilà, il y a une... il y a... Là, c'est... cette image-là, on a la NASA avec un globe. Et ici, on a un plus grand globe avec... je vois pas trop où c'est qu'ils veulent en venir dans cette histoire. En tout cas, ce qui pourrait arriver, c'est que avec toutes les mesures qu'on prend, on est sûr qu'on voit trop loin, à une trop grande distance. Il pourrait s'agir de manière scientifique. On a encore cette ouverture si on parle de la science pure, puisque on voit trop loin, les distances de la courbure n'est jamais définie. On pourrait avoir un globe qui soit des dizaines et des dizaines de fois plus grand que ce qu'on nous dit, et là on pourrait retrouver une cohérence avec les observations qu'on fait par rapport aux distances. Puisque si la Terre est beaucoup plus grande, la courbure se trouvera beaucoup plus loin, et nous, on aura l'occasion de visionner des éléments, des choses situées plus loin que les calculs actuellement qui nous sont donnés. Tout ça, c'est clair, c'est facile à trouver, un calculateur de courbure. N'importe qui veut commencer à rentrer dans le platisme, il va aller dans des sites globistes, des sites traditionnels, il va chercher un calculateur de courbure et il connaîtra ensuite à quelle distance est la courbure. Parce que toujours, quand on parle avec les gens dans la société, ils vous diront toujours que la Terre est trop grande, et la Terre est trop grande, on ne voit pas la courbure. Ils ne cherchent même pas à connaître ces calculs qui sont à la portée de tout le monde avec les calculateurs. En plus, ce ne sont pas des calculs très compliqués. Ils pourront se rendre compte que déjà à 10 km, on est à 2-3 mètres de courbure. Alors déjà là, on va pouvoir personnellement faire des expériences à la portée de tout le monde qui ne vont pas coûter cher pour voir si c'est vrai ou pas vrai. Mais bon, ça a tellement été fait durant ces 10 dernières années par les platistes à travers le monde que bon, si vous voulez encore passer du temps à faire ça, moi je vais le faire comme j'ai dit bientôt. Ça va pas tarder cette histoire-là. On va aller, si le ciel, l'atmosphère ne nous permet pas d'atteindre les 10 km à cause de brouillard ou je ne sais quoi, il faudra retourner. Mais de toute façon, l'expérience, elle n'est pas compliquée à faire. Là, on a dans cette image un calcul de la courbe terrestre qui nous est donné par les organismes officiels de la NASA qui ne correspond pas à ce que l'on voit. Voilà, la prochaine image, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'ampoule sur le mur. Cette fois, on a un personnage qui tient une ampoule en haut, qui a l'air très content de lui parce qu'il vient nous débunker la Terre plate
en 30 secondes, comme si depuis toutes ces années, on n'avait pas encore une explication pour ce phénomène. C'est-à-dire que la lumière du soleil est localisée. C'est la même chose qu'on a vu sur le mur tout à l'heure. Plus on s'éloigne du soleil, et tout d'un coup, au bout d'un moment, on ne le verra plus. C'est toute une histoire de la vision humaine, de la perspective, de la capacité, de la portée de la lumière du soleil. Et c'est tout. C'est assez simple. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a un dôme et il y a une projection lumineuse qui est le soleil. Ce n'est pas physique à cette échelle ici. Voilà, donc on l'a déjà vu, on va passer à la prochaine. Ici, on a Neil Armstrong, non, Buzz Aldrin, qui a eu sur c'est Hollywood Boulevard son étoile, il a eu son inscription, voilà, parce qu'il a fait Apollo 11 en 69. Là, ce qui est intéressant, c'est que on est dans le cinéma. Donc, étant donné que lui, il a fait son show de l'alunissage avec le Lunar Module en 69, c'était un show télévisé. C'est donc un grand acteur, puisqu'il a été connu à travers le monde, et que son film, son show, dont il était l'une des vedettes principales, et encore consulté à notre époque, et lui, encore on parle de lui. Ce sont des personnes qui étaient très contentes, semble-t-il, d'y aller, mais à leur retour, comme on l'a vu, ils sont devenus, pour la plupart, même tous, ils sont devenus alcooliques. Ils refusaient de faire des interviews. On a l'interview quand ils sont arrivés, où ils étaient les trois, après leur soi-disant exploit. On voit bien qu'ils ne sont pas naturels. Quand on gagne simplement une Coupe du Monde, ou simplement même je vais en troisième division de football, et puis il y a une équipe qui gagne, les joueurs sont contents. Neil Armstrong, depuis 12 000 ans, c'est l'estimation 10 à 12 000 ans, qu'il y a des humains sur Terre qui voient depuis ces milliers d'années la Lune, et qui rêvent peut-être de s'y approcher. Et tout d'un coup, Neil Armstrong et puis Buzz Aldrin, ils y arrivent en 7 ans. 7 ans de préparation, 7 ans on commence à préparer la mission, en 7 ans on y arrive. C'est-à-dire là, ce qui est intéressant de savoir, c'est que en 1890, les gens circulaient à cheval. Il n'y avait pas encore d'électricité. Cheval, même pas la bicyclette, ça commençait la bicyclette. On en est juste au vélo. Et le vice, c'est-à-dire que la personne, elle naît à cette époque-là, et 80 ans plus tard, elle aura l'occasion de voir à la télévision les astronautes qui vont sur la Lune. En 80 ans. Donc, il y a des milliers d'années qui précèdent, où personne, selon le narratif, n'avait des capacités technologiques pour faire ce voyage. Et eux, en l'espace de quoi, de 40 ans, mais depuis qu'ils ont décidé avec Kennedy de lancer la mission, ça a duré 7 ans. Donc, on va dire en l'espace de 80 ans, ils ont réussi ce que l'humanité entière, des milliers d'années précédentes, n'ont pas réussi. Ça, c'est une grande problématique pour la logique
simplement de l'esprit pour comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas bien rond. Ce qu'on est sûr, c'est que Neil Armstrong a participé à un show télévisé retransmis dans le monde entier depuis les studios de la NASA. Mais ce qu'on n'est pas sûr, c'est... on est sûr qu'il n'a pas été... Qu'est-ce qu'on n'est pas sûr? On n'est pas sûr qu'il essaye de dire la vérité, ouais, parce que quand on voit ses interviews, enfin ces petits passages qu'il fait maintenant, des dizaines d'années après, 50 ans plus tard, 53 ans plus tard, on dirait qu'il essaye de nous envoyer des messages pour essayer, comme les chrétiens sont, c'est les catholiques, quand on va voir le curé, pour laver ses péchés, on va les avouer. Donc je pense que maintenant qu'il commence à vieillir, il doit être croyant. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il commence à avoir un peu peur. Alors, il essaye peut-être de dévoiler la vérité comme alibi, comme circonstance atténuante à son acte. C'est un acte qui va dans un sens diabolique, c'est un acte qui veut... c'est à cause de lui, on va dire, d'une grande partie, que les gens pensent que la Terre est un globe. Parce que sans ces images faussées de la NASA, les gens n'auraient pas vraiment la motivation d'adhérer au modèle héliocentrique, au modèle globiste. Et ces images de la NASA sont le gros, c'est le gros, comment on va dire, c'est le gros point de toute leur mascarade, de toute leur tromperie. C'est la pierre, angulaire. Le pyramidon, on va dire. C'est le pyramidon d'une pyramide. Voilà. Alors ça, bon, on peut retrouver des images comme ça. Ça, c'est une ancienne carte postale où l'année, on voit que l'année a été modifiée. On a rajouté 1000 ans à cette inscription comme elle est actuellement à Naples, comme on la retrouvait sur les cartes postales à l'époque. Il y a 1000 ans qui a été rajouté. J'ai vérifié moi-même si c'est la réalité, cette image, s'il n'y a pas eu une tromperie avec Photoshop, avec cette image originale. Là, ça c'est une carte postale. J'ai fait des recherches durant ces années et c'est vrai que j'ai retrouvé exactement cette carte postale et c'est l'inscription qui est ici est la même que ce qu'on voit ici. C'est une originale. C'est une originale. Et aujourd'hui, il y a un M de plus. Voilà, donc maintenant, quand on va commencer, pour moi, les dates qui nous sont données dans l'histoire sont correctes. Je reviens pas sur... on serait pas, comme certains viennent à le dire, on n'est pas en l'an 1000, on serait en l'an 1024 et non pas en 2024. Ils auraient rajouté 1000 ans à la chronologie historique. C'est-à-dire que ça serait possible de faire une telle magouille si on charge seulement du calendrier grégorien. Mais il y a d'autres calendriers qui existent sur la Terre. Donc le calendrier évidemment musulman et le calendrier juif. Sur ces calendriers-là, avec des chaînes de transmission, on peut remonter dans le temps
et les dates correspondent. Donc si c'était simplement sur le calendrier grégorien et qu'en regardant les autres calendriers, on verrait des incohérences dans la chronologie historique, on saurait qu'il y a eu de la magouille au niveau du pape, puisque c'était lui qui était en charge de donner les mois, les années au peuple. Mais cet événement n'est pas survenu. Maintenant, pourquoi ce M n'est pas sur les photos, cette photo-là, là-dessus, j'ai pas d'explication. Là, on a une bande dessinée. Je sais plus exactement quelle bande dessinée c'est. Mais ça doit être Astérix. Oui, c'est Astérix. Alors, ce qui est dit dans la bulle, là, Romain, nous sommes arrivés au pays sacré du Griffon, mais le souffle glacé de l'hiver en interdit l'entrée. Il se retrouve comme devant un mur de glace. Ah, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans la prochaine image, l'encadré. Le mur de glace, ça correspond à l'ultime indication laissée par trop d'excès de collagène. Donc ils ont une carte où c'est qu'il y aurait un mur de glace. Hélas, le reste de sa carte n'est que fragmenté. On ne peut pas voir ce qu'il y a derrière le mur de glace. C'est important, pas sorcier. C'est pourtant pas sorcier. Et lui qui va dire par Jupiter que signifie ce mur. Et c'est le bord du monde, enfin. Voilà comment il est représenté. On parle de la Terre plate certaines fois, que ce soit dans les films, les bandes dessinées. On pourra avoir des scènes comme ça. Alors, le mur de glace, la conception, c'est qu'il y a un mur de glace, effectivement. On va pouvoir avancer dans le mur de glace. Ce qu'il y aura après, c'est la montagne du Kaf. C'est ce qu'on nous enseigne l'islam. Et la montagne du Kaf qui donne des reflets. Par exemple, lorsque c'est l'aurore boréale, ce turquoise que l'on voit dans le ciel, c'est une réflexion de la montagne de Kaf qui fait le tour du monde. Les tremblements de terre sont dus à ces ramifications. C'est comme on va dire un arbre avec des racines qui bougent. Ça va faire des tremblements de terre. Après cette montagne du Kaf, on a les égouts du monde. Il est inutile d'aller chercher le bout du monde parce que vous n'y arriverez pas. Je répète, il est inutile de chercher à aller au bout du monde parce que vous n'y arriverez pas. C'est simplement une perte de temps. Voilà, bande dessinée, je pense que là on a dit. Problématique, il n'y a pas vraiment de problématique ici. Ok, on va pouvoir passer juste à la c'est la suite, je dirais. Toujours avec cette bande dessinée d'Astérix. Alors, cette personne, moi, je veux être le premier à le voir, ce rebord du monde que nul n'a jamais vu. Ce rebord, lui dit quel rebord? Je te l'ai déjà dit 100 fois, il n'y a pas de rebord. En tout cas, on ne va pas pouvoir atteindre le bout du monde. La Terre est une sphère, il va dire. Donc lui, c'est un globiste. Bougre d'animal, dit depuis Pythagore, tout le monde sait ça. Voilà, alors maintenant, ça fait depuis des centaines et des centaines d'années que tout le monde sait ça, alors que dans les années 50, en Amérique, en tout cas, c'était encore enseigné à l'intérieur des écoles. Il y avait les deux modèles, le modèle sphérique, le modèle platiste, qui étaient présentés aux élèves. On a des journaux de sciences, Moderne Mécanique, par exemple, des années 30, où
il y a des articles sur la confrontation globiste et platiste. Chacun avançait leur argument. À la fin de cet article en question, là, en l'occurrence, c'était la conclusion, c'était tant qu'on n'envoie pas des engins dans l'espace pour aller faire des photos de la surface de la Terre, on ne saura pas si c'est plat ou si c'est sphérique. Donc, venir nous dire que depuis Pythagore, tout le monde sait ça, c'est pas du tout, c'est de la propagande. Ensuite, misère, il va dire Centurion, dis-lui toi, ce chasseur analphabète, qu'elle n'est pas plate mais ronde. Alors maintenant, là, ce globiste vient nous dire que on est analphabète. Analphabète, c'est qu'il ne sait pas lire. Ça n'a rien à voir avec la stupidité, mais on comprend ce qu'il veut dire ici. On veut dire que comme il est analphabète, il n'a pas de connaissances. On ne peut pas donner des connaissances orales, selon lui. Elle n'est pas plate mais ronde. Mais c'est toi qui as subi un endoctrinement. C'est lui qui a subi un endoctrinement. Encore à son époque, là, romaine, encore, il n'avait pas de possibilité de pouvoir regarder à des distances de 10 km clairement, encore. Mais en tout cas, il a subi l'endoctrinement héliocentrique qui demande donc un globe qui tourne autour d'un centre qui est le Soleil. Tout ça, on va dans des sectes, des soi-disant religions de paganisme, enfin des religions païennes, des doctrines païennes où le Soleil est le centre de tout. D'ailleurs, quand on voit en anglais Sun, et puis ça rapproche de Son, le Fils, en plus on est chez des chrétiens, donc ça se rapporterait pratiquement au Fils de Dieu, le mot Son. C'est là qu'on voit que partout où ils ont essayé de placer leur vision païenne, ils ont poussé à la divulgation, poussé dans les livres, avec l'imprimante. Et pour finir, les gens sont endoctrinés. Et en plus, donc, si tu vas aller dans la société et puis tu vas dire que la Terre est plate, donc tu vas passer pour un imbécile. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Ben, moi, ronde ou plate, du moment que le géant Atlas la tient fermement sur son dos. La Terre est posée sur des éléments. Ça, on pourra en revenir plus tard. Mais lui, en tout cas, il va pas considérer les personnes platistes comme des imbéciles. Voilà. Je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. On a avancé avec certaines images qui étaient importantes, surtout pour pourquoi l'éclairage sur toute la Terre n'a pas lieu si le modèle platiste est réel. Et on a aussi vu les différents appareils qui sont utilisés pour se diriger avec les étoiles, entre autres. Des appareils, aussi la boussole, qui sont ou bien le gyroscope, qui sont fonctionnels sur une Terre plate, qui ont une existence et qui fonctionnent très bien depuis des centaines d'années, et qui vont pas dans le sens du globe. Voilà ce qu'on a vu. On a aussi vu une introduction aux théories de Tesla sur une possibilité de faire léviter le Soleil et la Lune suivant comment ils sont composés. Mais bon, moi, de toute façon, je ne vais pas dans ce sens-là, puisque pour moi, le Soleil est une projection. Ok.
On se retrouve très prochainement cette semaine avec normalement un livre d'une 90 pages sur la Lune, sur la Terre plate. Voilà, bonne fin de journée, de soirée à vous tous. C'était Nourdine pour Nouvelles de la Terre plate.